Donc la biomécanique orthodontique numéro 1, les dents toutes seules, c'est-à-dire je vais les considérer dans un premier temps comme isolées, juste pour qu'on réfléchisse à l'échelle unitaire, ce qui se passe pour chacune des dents. Et donc ça va nous amener à définir plusieurs notions qui sont le centre de masse, le centre de résistance, le centre de rotation et à la fin le rapport moment sur force. Tout d'abord, considérons une dent, toute seule dans l'espace. Donc c'est un solide. Et comme caractéristique de ce solide, on peut définir ce qu'on appelle le centre de masse, qui est un peu l'équivalent du centre de gravité. Et ce centre de masse, c'est un point donc, qui est situé à l'intérieur du solide, qui dépend de sa géométrie, qui dépend de sa densité, qui dépend donc de sa forme, et qui est un point par lequel, si on applique une force, on peut arriver à faire déplacer ce solide selon un mouvement de translation. La force qu'on utilisera peut être définie elle aussi par certaines caractéristiques qui sont son intensité, c'est-à-dire son amplitude en grammes, son point d'application et sa ligne d'action, ainsi que son sens. Donc voilà une petite vidéo qui vous permet de visualiser ce que c'est que le centre de masse. Donc voilà, j'applique une force et je me suis mise pile en regard du centre de masse. Mais si je me décale, eh bien vous voyez que je n'ai plus une translation, mais que j'ai une combinaison de translation et de rotation. Et si je me mets de l'autre côté, que j'exerce cette même force, de même sens, d'intensité et direction, eh bien j'ai un autre mouvement. Alors là maintenant, ce qui est intéressant, c'est que je me suis servi donc d'une clé Allen qui me permet d'appliquer la force, mais vous voyez que j'applique pas mon doigt exactement sur le solide, j'applique la force à distance. Excusez-moi. Voilà, donc c'est comme si j'exerçais la force ici au niveau de l'apex de la dent, là comme si j'étais en regard du centre de résistance, ou si j'étais en regard de la couronne de la dent, mais vous voyez que je ne la touche pas directement, je la touche via un système rigide, fixe. Au niveau clinique en orthodontie, on n'est pas face à des dents dans l'espace, mais des dents qui sont enchâssées dans de l'os, c'est-à-dire qu'elles sont contraintes. On a la couronne, qui est la portion émergée sur laquelle on peut exercer une action, et la racine ne nous est pas accessible, mais on souhaiterait aussi la déplacer. Donc on ne va pas parler de centre de masse, de centre de gravité, mais de centre de résistance, parce que on est face à un corps contraint. Et en fonction de la morphologie de la dent, cette situation va être différente. Là, avec une racine un petit peu plus longue, son centre de résistance va être situé plus apicalement, c'est-à-dire plus profondément en relation avec la racine. Quand on a une incisive ou une canine, on considère que le centre de résistance est schématiquement à 1/3 de cette longueur donc de racine enchâssée dans l'os. Et par rapport à une molaire, on se situe à peu près, grosso modo, au niveau de la furcation, donc à peu près 1/3 également, considérant cette dent. Sur un parodonte réduit, c'est-à-dire si on a eu une alvéolyse, une perte osseuse, eh bien le centre de résistance va se déplacer également apicalement. Là, le corollaire de ça, c'est que quand on exerce une force, c'est-à-dire un peu schématiquement comme ce que j'avais fait dans l'espace au niveau du bracket, au niveau du boîtier, donc ça c'est une force avec une petite chaîne élastique pour tourner la dent, eh bien on va avoir, comme on n'est pas exactement au centre de résistance, on va avoir une composante de rotation. Pour éviter cela, ce serait bien qu'on se rapproche en fait du centre de résistance de la dent pour avoir une composante parallèle et obtenir un mouvement de rotation. Donc c'est ce que je vous exprimais, je n'ai pas exercé une force exactement directement sur la racine parce que je ne peux pas le faire, elle est dans l'os, mais je me suis rapprochée géométriquement en utilisant un système qui ressemble un peu à la clé Allen de tout à l'heure qui était collée dans la cire. J'ai pris un boîtier avec une espèce de potence un peu plus verticale pour me rapprocher du centre de résistance. Donc j'ai bien une force dont la ligne d'action passe par le centre de résistance. Et j'ai ce mouvement de gression. Mais cliniquement, c'est quelque chose qui est difficile à faire et qui peut être gênant pour la gencive. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a des mouvements de rotation? C'est parce qu'on a généré ce qu'on appelle un moment. Un moment qu'on obtient quand on génère une force dont le point d'application est éloigné du centre de résistance de la dent. On génère ce qu'on appelle
un bras de levier. Donc ce bras de levier, il dépend de la distance entre le point d'application de la force et le centre de résistance. Donc si on prend par exemple ici deux dents, dont une qui aurait un support parodontal affaibli, comme illustré cliniquement sur la photo que vous voyez en bas à gauche, par rapport à une dent dont le support parodontal est normal, le centre de résistance, vous voyez, même si la dent est la même, eh bien, est déplacé. Donc dans le cas numéro 1, où on est, on va dire par exemple à 9 mm de distance, on a un bras de levier de 9 mm par rapport à l'autre cas où on a un bras de levier qui serait que de 6, ben dans un cas on a une forte composante de moment, on a 400 grammes millimètres, donc 50 fois 9, alors que dans l'autre on a une composante de rotation, c'est-à-dire un moment qui va être réduit. On est à 50 fois 6, c'est-à-dire 300 grammes par millimètre. Ce qui est important de savoir, c'est la distance qu'on a schématiquement entre le point d'application de la force, qui va être essentiellement le bracket, et le centre de résistance. Donc il a été déterminé géométriquement, il a été aussi déterminé scientifiquement par des études sur des scanners et des cone beams. Et il faut retenir que schématiquement, pour une incisive centrale, cette distance, donc le bras de levier qu'on a, est d'environ 9 mm. Pour une canine, c'est un petit peu plus parce que c'est une dent dont la racine est très robuste et longue, donc on est plus proche de 10,5. Et au niveau des molaires, on est à peu près égal à 9, mais bien sûr ça va dépendre de la morphologie de la dent, de son support parodontal et du positionnement du boîtier, parce qu'on peut parfois cliniquement être amené à le rapprocher de la gencive, au contraire à l'éloigner. Ce que je viens de décrire là pour les mouvements de rotation, donc vous avez vu qu'il y avait une bascule de la couronne par rapport à la racine, mais c'est valable dans les autres mouvements de l'espace, c'est-à-dire que là, je vais exercer une force pareille sur la racine, mais je ne suis pas exactement dans son axe, je vais avoir une rotation, cette fois dans le plan axial. C'est ce qu'on peut observer quand on exerce également, on utilise les petites chaînes, mais cette fois on les voit en vue occlusale, on va générer une rotation de la dent, selon son axe, selon son centre de résistance. Donc, on a beaucoup parlé de centre de rotation, donc vous avez vu que c'était tout à fait différent du centre de résistance. Qu'est-ce que c'est? C'est un point autour duquel le système va tourner quand il est mis en mouvement. Et il dépend du système de force. Et ce centre de rotation, donc qui est éminemment variable en fonction des mouvements qui sont créés, n'est pas forcément à l'intérieur de la dent, contrairement au centre de résistance, contrairement au centre de masse. Et on peut le déterminer, donc c'est très simple. Donc quand vous avez par exemple une dent qui passe d'un point A à un point B, donc il y a sa couronne qui a bougé, il y a sa racine qui a bougé, et c'est facile de tracer les deux segments, voilà, qui les séparent. Et à partir de là, on trace les milieux de ces deux segments, et on trace une perpendiculaire abaissée du milieu de ces deux segments, voilà. Et le lieu où ces deux lignes se croisent, c'est le centre de rotation du système. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a un mouvement de racine. Le centre de rotation, vous l'imaginez aisément, il est situé au niveau de la pointe de la canine. Là, on a un centre de rotation, vous l'imaginez, qui se situe plutôt au niveau de l'apex. Au contraire, ici, on a un mouvement de translation. Le centre de rotation du système, il est très difficile à évaluer parce qu'il est quasiment à l'infini. C'est ce fameux droite parallèle qui ne se rencontre exercer des forces sur des boîtiers. Ces forces-là sont à distance du centre de résistance, donc elles vont nous générer un moment et qui n'est pas toujours souhaité. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et heureusement, on peut appliquer un moment dans l'autre sens pour le contrebalancer. C'est ce qu'on appelle un couple. Donc un couple, c'est quoi? C'est deux forces de même intensité, de lignes d'action parallèles et de sens opposés, et dont la valeur, c'est-à-dire l'intensité, est égale à une des forces, donc pas les deux additionnées, mais une des forces, multipliée par la distance qui sépare ces deux lignes d'action. Et la règle numéro 1, donc ça je vous demande de l'apprendre par cœur, c'est que quel que soit le point d'application du couple, c'est-à-dire qu'il va nous créer un moment, il se traduit par un moment au centre de résistance de la dent. Donc ça c'est bien pratique, parce que si dans la vraie vie, je voudrais
exercer notre moment pour déplacer la racine au niveau de la racine elle-même, c'est ce qu'on voudrait faire, en vrai on ne peut pas le faire. On ne peut pas exercer des forces au sein de l'os. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser nos boîtiers rectangulaires qui rentrent à l'intérieur de la lumière du boîtier. Vous voyez qu'ici il ne se passe rien parce que ça se fait à frottement doux. Mais dans l'autre situation, là, vous voyez que le segment de rectangle, on l'a twisté un peu, enfin on l'a déformé, de telle façon à ce qu'il ne peut pas rentrer passivement. Il va exercer des forces. Il va exercer une force ici, ce coin-là va avoir tendance à pousser le bas du boîtier, et cette force-là va avoir tendance à pousser, mais de l'autre côté. Et qu'est-ce que c'est? C'est un couple, ça nous génère un moment. Et donc comme on vient de voir que quel que soit le point d'application de ce couple, il se traduit par un mouvement au centre de résistance, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un mouvement de torsion, de rotation, donc autour du centre de résistance. Donc on a un mouvement de racine qui nous intéresse. C'est quand même bien pratique. Règle numéro 2, donc en fonction de la valeur relative du couple, donc du moment qu'on vient d'incorporer, par rapport à la valeur d'une force qu'on appliquerait, on va avoir des mouvements différents. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle le centre de rotation du système qui nous intéresse. Retenez donc ça, c'est le ratio, le rapport entre le moment et la force qui va nous déterminer le mouvement de la dent. C'est le fameux rapport moment-force. Alors, il va y avoir une série de chiffres à retenir qui est un petit peu fastidieuse, mais il faut retenir qu'on va en fait se situer entre deux extrêmes. Le premier extrême est là, c'est si on exerce un moment très important par rapport à une force qui serait négligeable. Vous avez vu que là, donc avec mes deux doigts, j'ai fait faire une rotation du solide qui a tourné autour de son centre de résistance. C'est un peu comme une toupie. Il y a aussi une petite composante évidemment de translation, mais on va dire qu'il est négligeable. C'est comme si là-dedans, elle tournait autour de son centre de résistance, un peu comme un mouvement de toupie. L'autre extrême, c'est si on exerce une force super importante sur la dent, donc ouais, je vais la pousser à la sauvage, et bien qu'est-ce qui se passe? Et bien là, le moment est négligeable, même si on voit qu'il y a une certaine rotation, ben la dent, elle s'est déplacée en translation. Translation quasiment pure. Ben, plus j'augmente la force, plus vous imaginez que la dent, elle va traverser la pièce. Donc par exemple, le décollage d'une fusée. Donc il y a sûrement une petite composante de rotation, mais elle est négligeable par rapport à la force de translation qui est exercée derrière. Donc en fait, cliniquement, on va se situer entre ces deux extrêmes. Donc évidemment que la dent ne peut pas tourner comme une toupie parce qu'elle est enchâssée dans l'os. Évidemment qu'on ne va pas exercer des forces non plus extrêmes parce qu'on est dans un système biologique et on ne peut pas élever les forces de façon inconsidérée. Mais on va se situer grosso modo schématiquement entre ces deux points. Et il y a un point qui est très intéressant, c'est le ratio M sur F égale 10. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on se situait à peu près inférieur à 9, 10,5 en fonction des incisives, des canines et des molaires. Et bien quand vous avez un ratio M sur F égale 10, en fait c'est la distance, on a atteint en fait la distance entre le point d'application de la force, et bien on a une translation, c'est-à-dire que d'un côté on va appliquer une force qui va avoir tendance à générer un moment, et on va appliquer un moment dans le boîtier qui contrebalance cette force exactement. Donc du coup, on est à l'équilibre et on a une translation, c'est-à-dire qu'on a contrebalancé le moment qui était généré par notre force pure. Et ensuite, quand on est en dessous de ça, eh ben on a ce qu'on appelle des bascules non contrôlées ou bascules contrôlées. Donc là, le centre de rotation, quand il est proche du centre de résistance, on appelle ça une bascule non contrôlée. En fait, cliniquement, il est entre le centre de résistance et l'apex de la dent. Et quand il est au niveau de l'apex, on a ce qu'on appelle une bascule contrôlée, c'est-à-dire on a persistance en fait de l'apex quasiment dans sa position et juste un mouvement de la couronne clinique. Et au-delà de ça, donc quand on est dans des ratios M sur F élevés, 12, 13, eh ben on a des mouvements de racine avec une rotation qui s'effectue avec un centre au niveau du bord libre de la dent. Donc en théorie, comment on est arrivé à ça, c'est bien sûr
les auteurs Princeps qui ont beaucoup travaillé sur la biomécanique orthodontique, donc Burstone, qui ont développé des formules mathématiques avec des démonstrations à l'appui pour y arriver, que vous trouvez très bien expliquées dans le livre en français du docteur Jacques Faure, Biomécanique orthodontique. Mais bon, c'est un petit peu difficile à appliquer tous les jours, surtout cliniquement. Donc en pratique, qu'est-ce qui se passe? Alors on a donc des dents qui sont enchâssées dans de l'os. On a des boîtiers qui sont collés sur les dents avec un arc. Exemple 1, on veut redresser la racine de l'incisive centrale en lui mettant du torque radiculo-lingual. Bon, ça veut dire on veut rentrer la racine dans le sens lingual. Traduction clinique, mouvement de racine. Donc comme je ne peux pas appuyer sur la racine, je vais mettre un moment de torque dans le boîtier orthodontique. Attention, si je mets uniquement du torque dans le boîtier, donc ce que je veux, je rappelle, c'est ça, un mouvement de la racine. Si je mets uniquement du torque dans le boîtier, c'est comme si je mettais uniquement un couple dans le boîtier, on est d'accord, sans force. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe quand on met un couple? Eh bien, on tourne autour du centre de résistance, rappelez-vous. Mais ce n'est pas du tout ce que je veux, parce que là, dans ce cas de figure, j'ai une rotation autour du centre de résistance, c'est une bascule. L'apex bouge, mais la couronne aussi, en sens inverse. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est non seulement que je mette du torque dans le boîtier, mais que j'y incorpore une force distalante. C'est ce qu'on fait, comme vous voyez illustré ici, avec un oméga au contact, qu'on va ligaturer, donc avec ces petites ligatures en métal. En fait, on va bloquer l'arc, ça va exercer une force ici sur la couronne. Et donc, cette fois, par l'association d'une force distalante et de torque dans le boîtier, donc j'ai augmenté le ratio M sur F, moment sur force, j'ai une rotation autour du boîtier, du bracket. L'apex bouge. En fait, j'ai aussi un petit peu la couronne qui bouge, parce que le centre de rotation se situe au niveau du boîtier. Si je voulais que le centre de rotation soit un petit peu proche du bord libre, il faudrait que j'augmente encore le ratio M sur F. Et en vrai, cliniquement, donc il y a eu des études qui ont été faites ici par ce qu'on appelle une étude par élément fini. C'est beaucoup plus variable que ça, c'est vraiment très très théorique. Vous savez que ça varie en fonction en fait de la morphologie de la racine, du type d'os. Et ça varie aussi en fonction des propriétés du ligament parodontal. Donc cliniquement, il faut toujours vérifier les effets de nos mécaniques sur les dents parce que ce n'est pas exactement ces mouvements-là qu'on va obtenir. Et donc il va falloir s'adapter et ajuster les mécaniques en fonction des réponses unitaires de chacune des dents. C'est terminé pour ce premier volet. La suite au prochain épisode où cette fois on va considérer que les dents elles ne sont pas isolées dans l'espace ni isolées dans un os mais qu'on travaille avec plusieurs dents les unes à côté des autres. Si vous voulez approfondir le sujet, je vous invite à lire donc bien sûr les articles Princeps de Burstone ou du professeur Ravindananda. En français, vous avez les livres du professeur Jacques Faure, mais aussi ceux du professeur Edith Lejoyeux et du docteur Françoise Flagel, qui ont beaucoup travaillé sur le sujet et qui vous donnent des exemples cliniques bien détaillés. Voilà, suite au prochain épisode.